Permettez-moi en tout cas un petit mot d'accueil donc de la part du cercle Condorcet, qui est à l'initiative donc de cet après-midi d'échange, de rencontre, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Alors le cercle Condorcet, juste un petit mot, c'est qui? Le cercle Condorcet, c'est une trentaine de membres, voilà, hommes et femmes qui sont engagés souvent dans la vie de la cité, dans le champ syndical, professionnel, associatif, politique. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour saluer un certain nombre de ces membres qui sont là, parmi lesquels évidemment René, Dominique, Leïla, Johan, Jean, Daniel, qui ont été voilà, parmi ces chevilles ouvrières donc de cette proposition. Le cercle Condorcet, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace pour la réflexion, ce qui n'est pas incompatible avec l'action comme le démontre cette journée. Nous travaillons donc au fil de l'année sur des thématiques que nous choisissons, donc que nous déterminons ensemble. Et cette année, le thème des migrations et des politiques migratoires s'est imposé à nous, je dirais assez naturellement. Et puis, nous avons souhaité ouvrir et partager nos réflexions avec un plus large public, contribuer d'une certaine façon au débat démocratique à un moment important, vous l'aurez noté, celui de l'élection présidentielle. D'où effectivement cette proposition, ce rendez-vous. Parce que le débat public tourne trop souvent autour d'arguments peu discutés, parce que certains partis politiques, relayés par des médias, imposent une seule version ou vision des situations migratoires, parce que des peurs sont nourries, entretenues, agitées. Alors, migrants, faut-il avoir peur de la régularisation? Nous avons été interpellés sur ce titre, sur le choix de ce titre. Comment peut-on intituler un débat ainsi? Nous a-t-on dit en nous reprochant le rapprochement de ces termes. Alors au-delà, évidemment, vous l'aurez compris, du côté un peu provoque du titre, nous pensons que les intervenants de cet après-midi, leurs éclairages, les échanges avec vous, qui suivront chacune de leurs interventions, lèveront toute ambiguïté. Notre intention est bien de démonter ces peurs et de démontrer que maintenir des personnes dans des situations de non-droit pendant des années est absurde et peu conforme à nos valeurs humanistes. Nous avons donc tenté de recenser, identifier, nommer ces peurs qui sont autant d'obstacles à l'intégration des migrants. Nous avons ensuite sollicité des chercheurs dont l'apport scientifique et les travaux font autorité et qui doivent nous aider à discuter, contredire un certain nombre d'idées reçues et à dissiper ces craintes. La crainte des régularisations massives à raison d'un tableau erroné de la part des migrants dans la population. Et le démographe et historien Hervé Lebras doit nous permettre cette mise au point à partir d'un état des lieux de cette façon. Et je le remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation. Je vais inviter donc Hervé Lebras à me rejoindre. Hervé Lebras, donc, qui est, vous le connaissez, démographe, historien, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales et à l'INED, l'Institut national des études démographiques, et qui est l'auteur de deux ouvrages là, qui sont, vous avez une actualité éditoriale assez fournie finalement, deux ouvrages parus récemment, donc Il n'y a pas de grand remplacement et Le grand enfumage, que vous pouvez trouver donc à la sortie. Mais je vous laisse tout de suite la place pour une vingtaine, un peu plus de minutes. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Ça me fait, comme vous l'imaginez, toujours plaisir de revenir en Bretagne. J'étais d'ailleurs il y a 8 jours, mais je n'étais pas en Bretagne. J'étais dans les Pays de la Loire, à Guérande. Ce n'est pas si loin et ça pourrait ne pas le rester. Donc je vais, dans mon intervention, je vais aborder en fait 5 points, forcément assez rapidement.
et chacun d'entre eux pourra donner lieu justement à plus de développement s'il y a des questions les concernant. Le premier point porte sur le niveau de l'immigration, ou plus exactement des migrations en France. Je vais partir d'une remarque d'un physicien italien, mais qui est professeur à Marseille, Carlo Rovelli. Certains ont peut-être lu certains de ses livres. C'est un remarquable spécialiste un peu de l'interférence entre mécanique quantique et théorie de la relativité. Donc c'est pas simple de parler de cela, et il en parle assez simplement, mais surtout, il montre dans son dernier livre que ce qui a fait progresser la physique, c'est l'observation, c'est se fixer sur ce qui est observable. Et un chapitre de son dernier livre porte là-dessus, et il montre comment c'est justement à partir des observations que la science a progressé surtout depuis, au fond, le XVIIe siècle, ce qu'on appelle la révolution scientifique, et progressivement, d'ailleurs, en éliminant ce qu'on appelle des quantités cachées. Par exemple, on expliquait la chaleur par l'existence du calorique, mais le calorique n'existait pas. On a progressivement compris que la chaleur, c'était simplement l'agitation des molécules, puis on a ensuite expliqué la propagation des ondes ou de la lumière dans l'espace, parce qu'il y avait un éther qui permettait aux ondes de circuler, comme dans l'eau, comme le son, mais les ondes circulent dans le vide, et on a montré que cet éther n'existait pas. Donc très, très souvent, le recours à des quantités cachées est un moyen d'échapper à l'observable, de sous-estimer l'observable. Et dans le cas des migrations, alors c'est pas aussi élevé comme question, mais l'observable doit être regardé avec soin, parce que ce qui est présenté la plupart du temps, quand on vous parle de niveau de migration en France, on vous montre le chiffre des entrées de longue durée, comme il est dit, c'est-à-dire d'au moins un an, qui est fourni par le ministère de l'Intérieur avec la distribution des permis de séjour chaque année. Et le mantra, si on peut dire, depuis quelques mois, qui a été accentué par les partis d'extrême droite, et pas seulement, c'est de dire, voilà, il y a chaque année, vous avez dû entendre le chiffre, 400 000 entrées en France, ce qui va faire, pendant le quinquennat de Macron, 2 millions de personnes. Quand je dis pas seulement Zemmour et Le Pen, c'est que ça a été repris par, ce qui est plus inquiétant d'ailleurs, par Didier Lesky, qui dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un chevènementiste, qui n'est pas du tout quelqu'un d'extrême droite, parce qu'il y a une sorte de simplicité dans ce chiffre. Lesky et d'ailleurs Zemmour s'expriment de la même façon, disent voilà, il y a eu en 2019 270 000 titres de séjour qui ont été accordés par le ministère de l'Intérieur, et il y a eu 130 000 demandeurs d'emploi. Donc 270 000 plus 130 000 fait 400 000. 400 000 par 5, ça fait 2 millions pendant le quinquennat. C'est ce genre de données qui paraît assez simple à comprendre et qui est vérifiable. Il y a effectivement 274 000 cartes de séjour qui ont été accordées, et il y a effectivement 130 000 personnes qui se sont adressées à l'OFPRA pour obtenir le statut de réfugié. Donc, or, dès qu'on pense un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a des entrées, mais il y a aussi beaucoup de sorties. Donc, les entrées, au fond, ne veulent pas dire grand-chose. Je vais donner un exemple dans un instant, mais elles ne peuvent pas dire grand-chose sans les sorties. Et des sorties sont souvent extrêmement rapides. Ektram, qui va me succéder, vous dira sans doute un mot, par exemple, des sorties d'étudiants qu'elle a étudiées, et dont, disons, au bout d'un an déjà, d'après les travaux qui ont été faits au ministère de l'Intérieur, qui sont publiés dans le rapport au Parlement, plus de 30% repartent. Et puis ensuite, ça se poursuit année après année. Or, les étudiants, c'est un tiers des demandes accordées de permis de séjour. Alors, comment faire si ces entrées ne valent pas grand-chose? Elles ne valent pas grand-chose d'abord parce que tout dépend, la notion d'entrée, c'est ça qui est difficile un peu à comprendre. Elle n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée d'une durée de séjour. Si vous prenez
les statistiques du bureau, les statistiques du ministère du Tourisme. Vous avez 90 millions de personnes qui ont passé, étrangères, qui ont passé une journée, une nuit plus exactement, en France. Donc vous avez eu 90 millions d'entrées dans l'année, mais pour une journée. Si vous prenez pour une semaine, c'est 10 millions. Si vous prenez les entrées pour 3 mois, là on peut les calculer assez bien puisque c'est les visas de 3 mois. Ça fait, il y a 3 millions de visas de 3 mois qui sont distribués chaque année à peu près. C'est d'ailleurs l'exemple type de l'erreur qui est commise. Vous avez sans doute vu que Madame Pécresse a affirmé il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, que 40 millions de personnes étaient entrées dans l'Union européenne l'année passée sans qu'on s'en rende compte. Elle a confondu le chiffre des entrées dites permanentes, donc qui correspondent aux 270 000 en France, avec les visas de 3 mois. Mais c'est vrai, il y a bien 40 millions d'entrées en France pour au moins 3 mois, mais ça dépend de la durée. Puis quand vous descendez à 1 an, on tombe autour de 160 000, puis à 5 ans, autour de 80 000. Simplement, vous ne pouvez pas... non, vous pouvez savoir, quand les personnes arrivent, vous ne pouvez pas savoir combien de temps elles vont séjourner sur le territoire. Donc, pour avoir une mesure de l'immigration, il faut recourir à d'autres données. Et ces autres données, il faut le savoir, existent en France et elles sont d'accès facile. C'est des données du recensement, parce que chaque année, l'INSEE effectue ce qu'il appelle des enquêtes de recensement, qui portent de façon représentative sur un peu plus de 9 millions de personnes. C'est pas les 1000 personnes de l'INSEE, de Ipsos ou bien de l'IFOP. C'est du solide, c'est 9 millions. Bien sûr, il y a les défauts qu'ont tous les recensements, mais c'est des défauts relativement faibles. Et donc chaque année, il y a une ventilation des Français selon un grand nombre de critères, selon l'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, mais aussi selon l'origine migratoire. Donc vous avez le nombre d'immigrés chaque année, et vous avez d'ailleurs la provenance de ces immigrés en termes de continent ou de pays importants. Donc quand vous regardez d'une année à la suivante, vous savez combien il y a d'immigrés en plus d'une année à la suivante. Il suffit de comparer le nombre des immigrés au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. La différence dans ce cas-là, alors que vous l'avez vu le chiffre de 400 000, l'augmentation du nombre d'immigrés, donc calculé par les recensements, et vous accédez facilement au tableau de l'INSEE sur Internet, c'est 109 000 personnes. C'est 4 fois moins. Alors vous me direz, c'est exceptionnel sans doute, 2019. Non, on peut faire le même calcul depuis 2006, ce qui est le moment où l'INSEE a commencé ses enquêtes de recensement, ou du moins a commencé à les publier parce qu'elles étaient au point. Et quand on fait la moyenne sur ces 14 années, le nombre moyen d'entrées, c'est 119 000. Toutes origines confondues. C'est pas simplement d'Afrique ou du Maghreb. C'est principalement, bien sûr, de ces pays. Mais enfin, c'est ça la véritable mesure. Alors vous me direz, mais comment revenir sur justement ce qui se passe réellement au cours d'une année en termes de ce qu'on appelle le solde de la migration? C'est pas si compliqué. Vous avez pour le solde de la migration les personnes en plus, puisqu'elles sont bien calculées, et puis vous avez, il ne faut pas l'oublier, il y a des migrants, des immigrés surtout, qui décèdent au cours de l'année, parce ils ont l'âge de décéder, hélas. C'est à peu près 50 000, et donc 109 000 plus 50 000, vous arrivez aux 160 000, et vous arrivez au solde migratoire. Mais vous voyez qu'il y a une sorte de bizarrerie. D'habitude, un solde, on l'obtient en soustrayant les sorties des entrées. Donc on calcule les sorties, on calcule les entrées. Là, on a le solde autrement, mais c'est lui qui est solide. Et c'est sur ce chiffre qu'il faut se baser. Et quant au chiffre de 109 000 ou bien de 119 000 en moyenne, c'est le chiffre sur lequel il faut se baser pour savoir s'il y aura un grand remplacement. Vous imaginez que, étant donné qu'on a 67 millions d'habitants, le risque qu'il y ait un grand remplacement à très court terme, comme dit Renaud Camus, mais même disons jusqu'en 2050, qui est le chiffre parfois avancé par l'extrême droite, est extrêmement faible. C'est 120 000 personnes par an pendant les 30 ans qui nous séparent à peu près.
ça ne donnera pas une somme énorme, ça fait, et en plus de ça, certains mourront, donc ça fait à peu près 4 millions. Quoi. Donc cette idée de grand remplacement est absolument délirante. Voilà le point sur l'observable. Alors un autre second point, c'est sur la variété. Ah zut, j'ai oublié de... Attendez, je vais vous lire une phrase au fond d'un classique français qui a été vilipendé dans une récente réunion à la Sorbonne, dont vous avez entendu sans doute parler, présidée par le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, dans lequel on s'est donné à cœur joie de critiquer tous les auteurs récents français, Derrida, Foucault, etc. Et même à ma surprise, Descartes, qui est devenu quelqu'un de peu présentable. Or, il y a des choses à prendre chez Descartes, notamment dans le discours de la méthode. Et voilà le deuxième précepte de ce célèbre discours. Diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux les résoudre. Autrement dit, l'immigration, globalement, ça ne veut pas dire grand-chose, elle est extrêmement diverse. Donc il faut aller regarder dans le détail. Déjà, il y a un premier détail qu'on nommait souvent, c'est qu'une grande partie des immigrés sont français, ils sont naturalisés. Le dernier chiffre, c'est 36% des immigrés ont la nationalité française. Parce que la définition de l'immigré, c'est être né étranger à l'étranger. Mais vous pouvez très bien, une fois que vous êtes né étranger à l'étranger, acquérir la nationalité française, ça s'appelle une naturalisation. En revanche, vous restez toujours immigré. Donc il y a déjà un point qui est très compliqué par derrière, qui est que on a perverti l'usage des mots. La question de la nationalité, c'est une question de citoyenneté, c'est une question politique. La question immigrée, de par sa définition, c'est une question sociologique. Et on a confondu le sociologique et le politique, et c'est le sociologique qui l'a emporté sur le politique. On a en fait, d'une certaine manière, créé des citoyens de seconde zone. Il y aura les citoyens qui sont français de naissance et puis les citoyens qui sont français immigrés. C'est une perversion. Alors je pourrais expliquer comment elle est arrivée jusqu'à une époque récente, jusqu'aux années 90, l'INSEE comptait les étrangers et les Français. C'est une tradition qui remontait au milieu du 19e siècle. Et puis, progressivement, on s'est mis à parler d'immigrés plutôt que d'étrangers. Alors en plus de ça, ces immigrés sont très différents dans leurs origines. L'idée d'un grand remplacement, M. Renaud Camus dit « un peuple remplace un autre ». Mais un peuple n'est pas formé par l'extraordinaire diversité des immigrants en France, des immigrés. Quand vous regardez le tableau de l'INSEE, vous en avez près de 40% qui viennent de tous les pays d'Europe, vous en avez 50% de tous les pays d'Afrique, et Dieu sait s'il y a des différences très fortes entre les pays d'Afrique. Vous en avez ensuite qui viennent dans le reste d'Asie, qui viennent d'Amérique, actuellement arrivent des Vénézuéliens. Et vous le voyez encore plus, les Ukrainiens qui vont arriver en nombre, hélas, important, hélas, pour ce qui arrive en Ukraine. Donc il y a là aussi une très grande diversité qui est regroupée sous un seul rubrique. Et puis ensuite, les motifs sont très très divers. Le ministère les classe sur, il y a des motifs économiques, familiaux. Le motif familial est intéressant puisque vous entendez un certain nombre de leaders de partis politiques de droite dire on va limiter ou empêcher l'immigration familiale. Mais qu'est-ce que c'est l'immigration familiale? C'est pas le regroupement familial, contrairement à ce qu'on peut penser. La grande partie de l'immigration familiale, c'est ce qu'on appelle famille de Français, c'est-à-dire une personne dont le conjoint est français, ou bien dont les parents, ou bien éventuellement d'ailleurs les enfants sont français. Pour ensuite différentes histoires. Et donc ça paraît quand même assez légitime que les couples mixtes aient le droit de vivre ensemble. C'est pas quelque chose qui semble énorme. La partie qui est proprement regroupement familial, c'est-à-dire famille d'étrangers, est une partie relativement faible. Ça doit être, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est proche du quart, ou même peut-être moins du quart. Mais on imagine toujours que c'est comme dans les années 80,
que c'est des ribambelles d'enfants et de femmes. C'est pas du tout ça. Vous avez ensuite les étudiants, j'en ai dit un mot, puis vous avez l'asile. Donc chaque chose est différente. Quand j'entends M. Barnier dire il faut un moratoire des migrations, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire des migrations? Chacune des catégories demande un traitement particulier si on veut changer quelque chose, mais il y a là-dedans à la fois une ignorance et puis l'idée que c'est un mot magique de parler d'immigration, ça va soulever les foules de droite et ça va les convaincre. La question des sans-papiers, il y a été fait allusion, je vais en dire un mot très rapidement parce qu'il y aura une discussion. Effectivement, dans les régularisations, les 2 régularisations qui ont eu lieu, il y a eu très peu de demandes, d'une certaine manière, comparé à ce qui s'est passé dans d'autres pays, comparé à ce qui s'est passé en Espagne, par exemple. On a eu de l'ordre de 150 000 personnes, donc on peut s'attendre à ce que la demande de régularisation ne soit pas beaucoup plus nombreuse si on régularisait. Et ça serait d'autant plus légitime qu'on régularise quand même à peu près 30 000 personnes par an, mais après des procédures que certains d'entre vous connaissent bien mieux que moi, qui sont longues, qui sont difficiles, et grosso modo, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années après l'entrée sur le territoire qu'on va être régularisé. Ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas énormément de sans-papiers, contrairement aussi à une idée souvent répandue. Un autre moyen, c'est le nombre d'inscrits à l'AME, à l'aide médicale aux étrangers, qui s'adresse aux sans-papiers. Alors bien sûr, tous ne sont pas inscrits, mais il y a des doubles inscriptions, ça donne un ordre de grandeur. Mais disons, cet ordre de grandeur tourne actuellement autour de l'ordre de 500 000 personnes, avec peut-être plus ou moins 200 000, c'est très vague, mais 500 000, c'est moins de 1% de la population française. C'est pas un problème insurmontable, c'est beaucoup plus faible que ce qui se passe notamment aux États-Unis. Alors, sur troisième point rapidement, je vais dire un mot de la perception de l'immigration, parce qu'il y a au fond 2 catégories de personnes, et ça a été c'est l'objet d'un des 2 livres que je viens de publier. Le titre exact, alors le titre, bon, c'est toujours les éditeurs, le titre est un peu fort, c'est Grand Enfumage, mais le sous-titre est plus important, c'est Immigration et populisme dans 7 pays d'Europe. C'est 7 pays qui nous entourent. Parce que je voulais voir si ce que j'observais en France se retrouvait sur des pays voisins, et notamment ce qu'on observe extraordinairement bien en France, c'est que les votes pour le populisme d'extrême droite, c'est-à-dire pour le Rassemblement national et auparavant pour le Front national, sont le fait des communes où il y a le moins d'immigrés. Ça a l'air totalement paradoxal, mais dans le livre, vous verrez qu'il y a des graphiques qui sont particulièrement éloquents à ce sujet. Je peux donner quelques exemples, mais c'est un phénomène massif testé sur les 35 000 communes françaises actuelles. C'est d'ailleurs pas un hasard si je commence par là que Marine Le Pen fait sa rentrée d'habitude, pas cette année, mais toutes les années précédentes, à Brachet. Brachet, c'est une petite commune de la Haute-Marne. Dans cette commune de Brachet, si elle va faire sa rentrée là, c'est parce que 83% des électeurs ont voté pour elle au premier tour, et en 2017, et 90% au second tour. Donc, vous pouvez aller regarder sur les statistiques de l'INSEE combien il y a d'immigrés à Brachet. La réponse, c'est 0. J'ai regardé autour, les communes autour, 0 immigrés. D'ailleurs, il y a très peu d'immigrés dans la Haute-Marne. Et c'est un phénomène beaucoup plus général. Si vous prenez le département qui a le plus d'immigrés, c'est le 93, la Seine-Saint-Denis. Il y a 30% d'immigrés, au sens de la définition que je vous ai rappelée. Le vote pour Marine Le Pen au premier tour a été de 13% en 2017. Inversement, prenez l'endroit où on a le plus voté pour elle, c'est le département de l'Aisne. On a voté à 37%. Pour moi, c'est pas rien pour Marine Le Pen. Combien y a-t-il d'immigrés? 4%. Autrement dit, c'est ce que je suis en train de vous donner comme règle générale. Vous, bien sûr, vous l'observez à un niveau fait. Donc, en fait, il existe une double perception. Clairement, les personnes qui vivent au contact des immigrés savent que ces immigrés sont extrêmement variés, que le mot immigré n'a pas grand sens. Il y a tel type d'immigré éventuellement,
peut poser un problème, tel jeune, etc. Mais la notion immigré en général ne représente rien pour les personnes qui ont un quotidien, qui voient bien que les immigrés rencontrent les mêmes problèmes qu'eux. Et puis vous avez l'autre perception, ceux qui n'ont très peu de contact avec les immigrés. Les immigrés les croisent occasionnellement, mais assez loin, et c'est ceux-là qui votent pour les partis populistes et qui alimentent, au fond, tout cet électorat qui est quand même extrêmement important d'après les intentions de vote actuellement. Donc la difficulté, c'est que ce n'est plus un problème réel. Par exemple, c'est pas parce que, comme on l'entend dire à longueur d'émissions ou de déclarations, c'est pas parce qu'il y a des boucheries halal. À Brachet, il n'y a aucune boucherie halal, ni autour. On ne voit pas d'ailleurs qu'il reste fournir à une boucherie halal. Donc c'est dans la tête des personnes. C'est ça qui est très difficile, parce qu'il est plus difficile d'ôter quelque chose qui est dans la tête que d'ôter quelque chose qui est sur le terrain. Sur le terrain, on peut même envisager tel et tel type de mesures. Donc on est face à ce problème-là, ça a été mis dans la tête. Alors est-ce la France seulement? Comme je vous l'ai dit dans le livre que je viens de publier, je me suis aperçu que c'était la même chose, à un degré plus ou moins fort, dans les 6 pays que j'ai étudiés. Si vous prenez l'Allemagne, ça saute aux yeux. Les immigrés sont dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, très massivement, y compris les réfugiés depuis 2015. En revanche, les votes pour l'AfD, qui est le parti d'extrême droite, maintenant pratiquement néo-nazis, ils sont pratiquement uniquement dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Là, quand on le fait, il y a des cartes dans mon livre qui sont Kreise, c'est-à-dire font l'équivalent d'un arrondissement en France par arrondissement. On voit se redessiner exactement l'Allemagne de l'Est pour l'endroit où les votes pour l'AfD sont forts. Alors, c'est aussi la même chose en Suisse, c'est un peu moins la même chose, mais pas loin en Italie, en Espagne. On peut aller pays par pays, donc il y a un phénomène qui nous dépasse, qui est extrêmement inquiétant d'ailleurs. On est arrivé à mettre dans la tête de la grande partie des Européens cette affaire de l'immigration, et on l'a mis dans la tête des gens qui en fait ne la connaissaient pas vraiment, on avait un contact intermittent. Quels sont les responsables? C'est mon dernier point. Comment cette idée est entrée dans la tête? Je crois malheureusement qu'il y a un rôle des politiques là-dedans qui est important. C'est eux qui se sont saisis de cette question. Je vais donner juste un petit exemple pour illustrer le fait. L'IFOP quelquefois présente les résultats de ses sondages dans un restaurant, enfin dans un café-restaurant à la gare Saint-Lazare. Et en octobre, l'IFOP présentait les résultats d'une enquête sur les problèmes rencontrés par les Français. On voyait donc la liste des problèmes. Le problème majeur, c'était déjà le pouvoir d'achat, ensuite c'était la santé, ensuite c'était la sécurité, ensuite l'école, en 5e, je ne sais plus exactement, et ça venait en 6e, l'immigration. Et le même mois, pour Ipsos, c'était en 5e position. Et on avait invité Barnier à commenter. C'est quand même une personne qui m'apparaissait assez centriste, Michel Barnier. On lui avait demandé de commenter le sondage. Il a pris la parole, il a dit « On voit qu'il y a 3 préoccupations majeures des Français. 1, l'immigration. 2, le pouvoir d'achat. 3, la santé. » C'était en contradiction avec le tableau qui était derrière lui. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de responsabilité des politiques quand on les voit agir de cette manière? Surtout que je le percevais plutôt comme modéré. Je trouvais ce que j'avais sous les yeux, je pense, était gravissime, parce qu'une fois que les politiques ont commencé à enfourcher ce cheval, eh bien les médias suivent immédiatement, les médias répercutent, les médias en rajoutent. Donc il y a là-dedans un véritable problème en France. Je vous rappelle que dans la récente élection législative allemande, la question de l'immigration n'a pratiquement pas été évoquée, et il y a une proportion plus forte d'immigrés, de l'ordre de 12% en Allemagne, alors qu'en France on est, avec la définition que je vous ai dite, donc y compris ceux qui sont français, de l'ordre de 10%. Juste un mot pour finir, ça ne masque pas un tel discours. Tout de suite, on me reprochera d'être optimiste,
de nier les problèmes. Non, il y a des réels problèmes posés par l'immigration. Et en fait, ça empêche de régler ces problèmes, ça empêche de les prendre sérieusement. Un des premiers problèmes, et le plus manifeste, c'est la concentration des immigrés, et des immigrés souvent de certaines origines dans certains quartiers. Il y a une remarquable étude de France Stratégie que vous pouvez consulter sur Internet qui montre quartier par quartier la proportion notamment d'enfants d'immigrés, d'enfants de couples mixtes et ainsi de suite dans les écoles. Oui, j'aurais dû rappeler un autre point sur la variété, c'est que dans un gros travail de l'INSEE sur les descendants d'immigrés, la moitié des descendants d'immigrés descendent de couples mixtes et pas de deux immigrés. Donc, et cette question de la mixité aussi est extrêmement importante. Je l'ai un peu abordée à propos du regroupement, plus exactement de l'immigration familiale, mais c'est une question centrale. On nie l'existence de la mixité. Or, c'est un élément tout à fait essentiel dans l'immigration, particulièrement en France. Et donc, pour terminer sur ces difficultés réelles, là, il y a des concentrations dans l'enquête de France Stratégie énormes, mais certaines ont tout de suite été, c'était des cartes auxquelles on accédait. Alors bien sûr, les cartes de Seine-Saint-Denis ont été sur tous les sites d'extrême droite. Mais c'était Seine-Saint-Denis. Quand vous preniez d'autres agglomérations en France, et il y en avait 40, elles étaient très différentes. Et j'avais recommandé, c'est de regarder une agglomération qui est pas une agglomération de riches, qui est celle de Lens-Douai. Eh bien, il n'y a pratiquement pas d'immigrés, d'enfants d'immigrés à Lens-Douai, parce qu'il y en a très peu dans le Nord-Pas-de-Calais. Les immigrés, c'est les années 1930 dans ce département, c'est plus du tout maintenant. Donc là, c'est toujours cette façon, cette manière de l'extrême droite de prendre le cas particulier pour le cas général. Ça, je pourrais en dire un peu plus, parce que s'il y a quelque chose qui est fondamentalement, structurellement, dans le discours d'extrême droite, qui est sur cette mode, cette rhétorique, si on peut dire. Et puis, dernier point, et là c'est plus compliqué, je pense qu'il y a quand même un problème avec les questions de droit d'asile. Il est clair que les refoulés du droit d'asile sont nombreux, que la plupart d'entre eux restent en France, que souvent et presque toujours parce que les pays dont ils proviennent ne veulent pas les reconnaître. Mais là, il y a une question, et je pense que c'est assez lourde, et qui empoisonne en partie la représentation de l'immigration, parce qu'ils sont beaucoup plus visibles que les autres, parce qu'ils sont dans des conditions très précaires, parce qu'ils campent, parce que c'est facile de dire ils ne devraient pas rester, mais il y a là-dedans malgré tout un problème dont il faudrait sans doute se saisir plus exactement, sans être non plus trop comment dire, trop laxiste d'une certaine manière, mais c'est difficile de le dire parce que la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans des situations difficiles. Mais là, il y a un véritable problème auquel je crois qu'on doit s'adresser, comme on dit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, la parole est à la salle. J'avais envie de vous demander, sur la question justement des régularisations, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des données statistiques sur la conséquence finalement des deux vagues, des deux grands moments de régularisation qui ont eu lieu, de reprise, qui ont conduit à régulariser 150 000 environ personnes? Et parce que derrière, on entend souvent donc évoquer la crainte de l'appel d'air. Enfin, et statistiquement, qu'est-ce que ça donne alors ça... Non, statistiquement, on n'a pas mis en évidence d'appel d'air. C'est effectivement l'argument général qui est donné, l'argument dit du mauvais exemple, c'est-à-dire à partir du moment où on régularise, tout le monde va venir dans l'espoir d'être régularisé. D'abord, vu le temps que prend une régularisation dont j'ai parlé, et souvent les souffrances qui précèdent, il n'y a pas d'appel d'air. Cet appel d'air non plus, on ne le voit pas dans les chiffres annuels. Je vous ai parlé de ces chiffres d'augmentation chaque année du nombre d'immigrés. On ne voit aucune trace quand il y a des régularisations. Alors il y en a des plus anciennes, donc c'est plus difficile à repérer, mais on n'a jamais pu les mettre en évidence parce que par derrière la migration, quand on regarde sur un très long terme, mais Akram qui va me succéder vous le dira sans doute mieux que moi, il y a une détermination économique forte dans les migrations. On vient pour trouver du travail dans l'ensemble. Et on le voit par exemple, il y a une très belle étude sur le 19e siècle sur les migrations transatlantiques, sur les Européens qui sont allés
aux États-Unis, parce qu'on a des données qui ont été rassemblées dans un très très beau travail, et ces données ont été comparées au cycle économique, au cycle de la construction plus exactement, et c'est pratiquement les mêmes avec un décalage entre 1 et 2 ans, c'est-à-dire que quand l'économie rebondit et qu'il y a une forte croissance dans les 2 années qui suivent, il y avait plus d'immigrants qui partaient d'Europe pour les États-Unis. Et puis quand l'économie retombe, il y a un petit délai avant de s'en rendre compte, et puis au bout de 1 ou 2 ans, la migration venant d'Europe diminue, parce que même au XIXe siècle, on estime que près de 50% des Européens, donc des Allemands, des Suédois, des Italiens qui allaient aux États-Unis avaient déjà un contrat de travail en poche, donc savaient déjà où ils allaient travailler, et les correspondances aussi des 2 côtés de l'Atlantique étaient très importantes, donc on savait ce qui se passait, s'il y avait des possibilités d'emploi ou non. Et quand on regarde plus récemment, mettons si on regarde la France depuis 1945, la coïncidence est moins bonne, mais il y a une relative coïncidence entre le cycle économique et puis décalé d'à peu près 2 ans le cycle migratoire. C'est là-dedans qu'on a les déterminants forts de la migration. D'ailleurs, la preuve en est que quand l'économie est en surchauffe, carrément on fait appel à des migrants. Ça s'est produit en France au moins sur 2 périodes. Ça s'est produit dans les années 20, au début des années 20 pour la reconstruction, où on est allé, comme vous le savez, avec des trains chercher, et des médecins chercher des travailleurs en Pologne, en Yougoslavie, en Hongrie, et puis ça s'est produit à la fin des années 60 aussi, au moment de la dernière surchauffe des 30 Glorieuses, où on a envoyé des rabatteurs, Renault, les grandes entreprises de travaux publics ont envoyé des personnes au sud du Maroc et de l'Algérie pour embaucher des travailleurs. Il y a un très beau film qui s'appelle Mémoire d'immigrés, je crois, qui est de Yamina Benguigui, qui montre, c'était pas non plus honteux, les personnes qui venaient souhaitaient venir travailler, souvent d'ailleurs elles repartaient, d'ailleurs on les appelait des travailleurs migrants. À cette époque il n'y avait pas non plus de questions de permis de séjour, il y avait des questions de permis de travail. Mais ça veut dire que la détermination économique est une détermination relativement importante dans la migration, et que l'histoire du trou d'air, c'est la même je dirais même pas erreur, c'est mauvaise foi ou mauvais sentiments qui animent ceux qui disent ils viennent pour les prestations sociales. C'est pas comment dire un projet de vie. Un migrant, il a un projet de vie. S'il vient dans un autre pays, il vient pas pour grappiller un petit peu de l'allocation familiale, d'autant plus que maintenant la plupart des migrants ont assez peu d'enfants. Ah, voilà, quelqu'un qui lève la main là-bas. Bon, je voudrais on peut dire que dans l'immigration, ce sont ceux qui partent et qui, en général, les plus compétents, les plus dynamiques, qui, vous venez de le dire d'ailleurs, qui ont des projets de vie dans le pays dans lequel ils veulent venir. N'est-ce pas un appauvrissement très important, pour finir, des pays d'où ils viennent? Est-ce que c'est un problème auquel on peut réfléchir? Oui, c'est un problème qui a suscité une énorme littérature, alors elle a un titre dans le monde anglo-saxon, c'est Brain Drain or Brain Gain. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a drainage des cerveaux ou est-ce qu'on gagne quelque chose avec l'immigration? Donc au début, le sentiment était celui que vous dites, c'est qu'il y avait vraiment un appauvrissement du pays et que on empêchait le développement de ce pays en prenant à ce pays une élite. Juste une incise, c'est quand on a été chercher, comme je l'ai dit il y a un instant, des travailleurs au sud de l'Algérie et du Maroc, on a agi en sens inverse.
on a recruté en général des travailleurs qui étaient des ruraux, qui étaient peu éduqués. C'est-à-dire, on a fait au fond le contraire de ce qui se passe d'habitude dans les migrations, quand c'est les migrants eux-mêmes qui décident de partir et qu'on ne vient pas les embaucher. Mais pour revenir sur brain drain, brain gain, de moins en moins la littérature sur ce sujet a souligné ce que vous dites, et de plus en plus a souligné qu'il y avait un intérêt pour le pays. Alors cet intérêt passe d'un côté par les retours, parce que les Américains, remittances, les remises, c'est-à-dire l'argent qu'envoient les immigrants, mais aussi par le retour des migrants eux-mêmes qui apportent des formes nouvelles de travail, d'entreprise, des compétences nouvelles dans le pays où ils reviennent. Et puis surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'on sous-estime l'énorme développement de l'éducation dans la plupart des pays du monde. Si vous prenez, j'avais regardé les chiffres pour le Maroc, en 1968, dans les annuaires de l'UNESCO, il y a à peu près 15 000, le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 15 000 étudiants au Maroc. Dans les dernières années, je pense que le dernier chiffre que j'avais regardé, c'était il y a 3 ans, c'était 920 000 étudiants au Maroc. Sur ces 920 000, un très grand nombre aura du mal, étant donné les structures assez archaïques par lesquelles on accède à un emploi, aura du mal, surtout ceux venant de la petite bourgeoisie, à trouver un emploi. Or, les études sont des études de qualité qui s'améliorent énormément au Maroc. Il y a, par exemple, cette université qui s'est créée entre Rabat enfin juste à côté de Rabat, et qui est absolument remarquable, que beaucoup d'universités françaises pourraient envier, les locaux, les moyens et même des professeurs qui sont de qualité. Donc maintenant, ceux qui arrivent sont... c'est une petite partie de l'ensemble des diplômés. C'est pas cela qui appauvrit le pays. Et il se trouve en plus de cela que certains pays ont dit on va tirer profit, alors ça peut être critiquable, mais on va tirer profit de cette migration des qualifiés, et on va en quelque sorte l'organiser, c'est-à-dire on va créer des qualifications. Alors il y a 2 pays emblématiques pour cela. Il y a les Philippines qui produisent des infirmiers, des infirmières qui, pour beaucoup d'entre eux, vont aux États-Unis ensuite. Et puis il y a l'Égypte qui produit des ingénieurs, surtout pour la production pétrolière, qui ensuite vont travailler dans les pays du Golfe Persique, qui sont, je pense que Catherine de Wenden en parlera, qui sont l'un des plus grands pôles d'immigration actuellement dans le monde, dans plusieurs des États arabes unis. La population immigrée, c'est les 3/4 de la population, et c'est une partie de population qui sont des non qualifiés, qui sont soumis à des conditions très dures, mais c'est aussi l'autre partie qui n'est pas négligeable, c'est des ingénieurs, c'est des médecins, qui sont formés. Donc cette question du brain drain, elle reste sensible pour des petits pays. Par exemple, on cite souvent le cas du Malawi en Afrique. C'est un tout petit pays, et là, effectivement, les médecins du Malawi, il reste peu, mais on s'aperçoit aussi que c'est parce que beaucoup de ces médecins ne sont pas formés déjà au Malawi. Il y a très peu d'universités et très peu de départements de médecine dans les universités. En fait, ceux qui veulent devenir médecins, qui sont des habitants du Malawi, font leurs études en Afrique du Sud, et ensuite ils y restent. Le micro est là. Est-ce que vous avez aussi des données sur les sortants? Oui, est-ce que vous avez aussi des données sur l'émigration? Alors, c'est un point effectivement dont j'aurais dû dire un mot. Comme je vous l'ai dit, les sorties d'immigrés, on les connaît mal. Vous avez vu par quel mécanisme on finit par saisir ce qui se passe, c'est-à dire comment on arrive au solde. Alors bien sûr, pour l'INSEE publie à côté du solde migratoire dont je vous ai parlé, qui est donc à peu près 160 000 personnes
par an. Vous avez, l'INSEE publie dans les annuaires internationaux, mais aussi sur son site, publie des entrées et des sorties. Alors, les entrées et les sorties, l'INSEE les calcule à partir de 2 questions du recensement qui sont où étiez-vous l'année passée, et puis une autre question qui est depuis combien de temps séjournez-vous en France. Ces questions sont très mal remplies, il y a 30% du nombre de réponses. L'INSEE fait des acrobaties pour essayer d'arriver quand même à un chiffre. Il y a une brochure de l'INSEE qui explique comment on arrive à ce chiffre. Vous la trouverez sur le site de l'INSEE, elle fait 80 pages. Et quand vous parlez aux responsables de l'INSEE, ils sont assez sceptiques sur la grande qualité, c'est un ordre de grandeur. Alors, du coup, ayant cet ordre de grandeur, et ayant un chiffre qui, lui, est correct, qui est plutôt solide sur le solde migratoire, eh ben, en comparant les entrées et le solde migratoire, l'INSEE en déduit les sorties. Mais il n'y a aucun... l'INSEE ne peut pas avoir accès aux sorties autrement. Donc c'est des chiffres qui ne valent pas grand-chose. Je devrais ajouter qu'en plus de ça, ces chiffres ne sont pas compatibles avec ceux du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur distribue, accorde des permis de séjour, mais aux étrangers, mais pas aux étrangers venant de l'Union européenne. Donc il y a aussi toute la circulation de l'Union européenne qui n'a pas besoin de permis de séjour, c'est la définition de l'Europe. Donc il n'y a pas de moyen de connaître les sorties. Le seul moyen, les seules sorties qu'on connaisse à peu près, qui sont publiées par l'INSEE, et il y a un voile là-dessus, c'est les sorties de non-immigrés, c'est-à-dire essentiellement de Français, et qui sont très importantes. Disons, au cours des années récentes, il y a un décalage, il y a un solde négatif des Français d'à peu près 100 000 personnes. Alors on dit c'est des expatriés, ils reviendront, mais il y a aucune preuve qu'ils puissent revenir. Quand un soi-disant expatrié arrive au Canada, les Canadiens ne disent pas c'est un expatrié, ils disent c'est un immigré, hein, c'est comme les autres. Et maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a ce déficit. Alors il s'était un tout petit peu réduit, semble-t-il, au cours des dernières années, mais il reste de l'ordre de 100 000 personnes, ce qui fait que quand vous mettez tout ensemble, vous avez à peu près 160 000 personnes immigrées qui sont des immigrés au sens étrangers nés à l'étranger, puis vous avez 100 000 Français non immigrés qui partent, et donc il y a 60 000 personnes comme solde global, et c'est le solde qui est publié, que vous voyez quand l'INSEE établit son mouvement de population, c'est-à-dire les naissances, les décès et le solde migratoire. Le solde migratoire de l'INSEE comprend les Français immigrés ou non, et les immigrés étrangers. Donc c'est ça le tableau général, mais cette question des départs des expatriés, elle est relativement importante, mais elle signifie aussi que c'est un peu l'effet de la globalisation, ce qu'on appelle en France la mondialisation. On estime par exemple qu'il y a un peu plus de 3 millions de Français à l'étranger. Là aussi c'est très difficile, on le sait à partir des registres consulaires, mais tous les expatriés ne s'inscrivent pas dans le consulat français de leur pays, donc il y a des estimations assez compliquées. Le chiffre qui court est de 3 millions, mais je ne mettrai pas ma main au feu sur ce chiffre. Mais ça veut dire qu'il faut le comparer au nombre d'étrangers en France. Alors le nombre d'étrangers en France, c'est 5 millions dans le dernier recensement, et sur ces 5 millions, il y a 600 000 qui sont des enfants d'immigrés nés en France, puisqu'ils ne peuvent acquérir la nationalité française qu'à partir de 13 ans. Donc vous avez d'un côté 3 millions de Français à l'extérieur, de l'autre côté 4 500 000 d'étrangers en France. Ça, quand même, c'est pas entièrement équilibré, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Mais votre question est intéressante parce qu'il y a vraiment très très peu de publicité qui est faite sur cette question des Français qui partent. Le seul élément qui est souvent mis en avant, et qui est sans doute exact, c'est que ceux qui partent sont plus diplômés que ceux qui arrivent en moyenne. Ça ne veut pas dire que ceux qui arrivent soient peu diplômés, mais ceux qui partent sont vraisemblablement nettement plus diplômés. Oui, vous citiez 4 points, donc, et le 4e point, c'était qui sont les responsables.
Et vous disiez, ce sont les politiques, notamment les politiques, par la manière dont ils abordent la question. Au travers d'un exemple, je voudrais citer un exemple concret, local, et une incohérence politique. C'est une jeune femme qui est aide-soignante dans un EHPAD à Noyal et qui a reçu une décision d'obligation de quitter le territoire. Peut-être en avez-vous entendu parler, Ouest France en fait largement l'écho. Or, cette jeune femme a un emploi, elle est originaire du Cameroun. Elle a un emploi, elle ne se cache pas, elle est, voilà. Son employeur dit qu'il a besoin d'elle et elle est dans un secteur économique, enfin un secteur d'activité où on manque cruellement de personnes, c'est tout le secteur du grand âge. Et malgré tout, alors le politique dit, notamment le ministre de l'Intérieur, nous devons juger les étrangers pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, hein, c'est récent, mais dans la pratique, comment se fait-il que le préfet, qui dépend du ministère de l'Intérieur, prenne une décision d'obligation de quitter le territoire sur un cas comme celui-là, et la justice derrière, puisque le tribunal administratif a confirmé. Donc il y a quelque chose qui nous paraît extrêmement choquant, incohérent, au travers de cet exemple notamment. Oui, donc là, je peux qu'aller dans votre sens, hein, mais là, je dirais, par rapport à la présentation que j'ai faite, qui était plutôt de mettre au point certaines questions statistiques, mais là, on entre sur une question qui est plus une question éthique, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, et je dirais même qu'on peut dire d'un point de vue économique, c'est contre-productif, cette attitude. Cette personne rend service à la France, elle rendra d'autant plus service qu'elle sera stabilisée dans son emploi. Donc c'est une aberration qui est cette crainte qu'ont de plus en plus les administrations, qui ne sont pas forcément xénophobes, mais elles ont peur d'apparaître, favoriser l'immigration, ce qui est délirant à un moment donné, où dans le cas que vous signalez, on manque cruellement d'emplois en France, et ça va être de mal en pire, parce que vous avez vu qu'avec la crise du Covid, un certain nombre de métiers cherchent en vain des personnes à recruter, parce qu'il y a eu au fond, peut-être c'est l'effet principal de cette pandémie, c'est que d'avoir été obligé d'être, ou soit de travailler à distance, soit d'être momentanément en chômage partiel ou complet, les Français ont, et pas simplement, c'est la même chose dans les autres pays, ont découvert le plaisir d'être maître de son temps, de pouvoir au fond alterner des moments dans la journée où on travaille, ou des moments où on prend un petit peu pas de repos, mais un petit peu de récréation, on pourrait presque dire, et on se prend un petit café, etc. Et ça, c'est pas possible dans un certain nombre de métiers que vous connaissez. C'est pas possible si vous êtes chauffeur routier, si vous travaillez dans un restaurant, si vous travaillez dans un EHPAD. Et donc, de plus en plus, il y a là un problème qui va se poser de plus en plus fort, qui se pose de plus en plus fort, de trouver des personnes pour ces métiers. Et des candidats, justement, parmi les personnes sans papier, sont nombreux. Donc, il y a là-dedans une aberration économique à ne pas en tenir compte, qui est une aberration économique qui est liée à des fantasmes idéologiques. Là, vous avez tout à fait raison. J'ai commencé en disant, il y a un point de vue éthique, mais je pense que c'est aussi d'un point de vue économique contre-productif. Et puis, de maintenir, comme je l'ai indiqué tout à la fin de mon intervention, de maintenir dans des situations précaires ces personnes, par un cercle vicieux, ça alimente la xénophobie, parce que du fait qu'elles sont en position précaire, elles peuvent ne pas trouver à se loger, elles ont un comportement qui est plus difficile que si elles étaient dans une situation stabilisée. Donc c'est vraiment, cette demande de régularisation est très importante. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure un lien entre l'implantation du vote extrémiste et l'absence d'une population immigrée. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse notamment sur le plan psychologique. Et
en termes de solutions par rapport à une représentation de ces habitants sur ces territoires qui ne sont pas confrontés finalement à l'immigration, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme alternative pour éduquer cette population? Enfin, je donne quelques pistes, mais pour éviter que ce regard soit porté sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qui finalement fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Oui, il y a deux choses, je pense que déjà, et c'est pour ça que j'avais fait ce livre, et surtout que j'avais cherché à montrer, je cherche à montrer que c'est pas seulement la France, que c'est un phénomène assez général. Et je pense simplement le faire savoir, parce que dans la rhétorique populiste, la question de la proximité de la vie quotidienne avec les immigrés est centrale. C'était à un moment donné, c'était Chirac avec les odeurs, et puis c'était le bruit et les odeurs, voilà. Et c'est ce qui parle à l'électorat. Alors il finit toujours par trouver un argument, même les gens de Brachet, de temps en temps, peut-être que, je sais pas, ils se rendent à Bar-sur-Aube ou à Chaumont, et puis là, ils voient quelques immigrés, donc ils auront l'œil attiré. Il y a peut-être même, si ça se trouve, une boucherie halal à Chaumont, c'est tout à fait possible. Alors là, ils vont pousser des cris, puis ils vont retourner à Brachet et dire, si vous saviez ce qui se passe à Chaumont. Donc là c'est... comment dire, cet argument-là est vraiment, je pense, c'est pour ça que j'ai fait ci, c'est que je pense qu'on touche là quelque chose qui est au cœur de la question de l'exploitation de l'immigration par le vote populiste. Alors maintenant, comment, mais là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, comment ôter cette idée-là de la tête des personnes qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas en contact direct avec l'immigration. Là, j'ai pas de recette. Je crois que malheureusement, et je l'ai dit, je crois que c'est très dur. Vous avez sans doute un parallèle qui, dans la période actuelle, peut vous venir à l'esprit. C'est certains d'entre vous ont dû chercher à convaincre des anti-vax que le vaccin c'était quand même quelque chose qui était préférable à ne pas être vacciné pour soi, mais surtout aussi pour préserver les personnes avec qui on est en contact. Je pense que moi ça m'est arrivé, on se heurte à une impossibilité absolue de faire passer le message. Il y a un moment donné où l'argument rationnel ne passe absolument pas. Et pour l'immigration, pour ceux qui ne sont pas en contact avec l'immigration, on est face à ce mur. On est face à ce mur d'autant plus que l'immigration dans le populisme joue le rôle de solution à tous les problèmes. C'est parce que certains auteurs sur le populisme, comme mettons Casse-Mude ou comme Jan Werner Müller, ont dit le populisme c'est une idéologie faible. L'idéologie forte, c'est le nazisme, c'est le stalinisme. Mais c'est une idéologie faible, ça veut dire qu'il y a des contradictions sans arrêt entre les différentes propositions. Vous le voyez quand vous regardez les propositions des candidats comme Le Pen ou Zemmour. Et le moyen de régler ces contradictions, c'est de dire c'est l'immigration. Zemmour en a donné un exemple formidable après avoir annoncé qu'il distribuerait tant et tant d'argent à telle et telle personne. On lui pose la question, et comment allez-vous financer tout ça? Il dit, très simple. L'immigration coûte chaque année à la France 100 milliards. On va récupérer ces 100 milliards. Voyons, c'est tout bête. C'est facile. Alors, il dit ça au moment même où l'OCDE sortait une étude montrant qu'au contraire, l'immigration avait plutôt tendance à être bénéficiaire, à rapporter quelques milliards. Donc, si vous ôtez ça, vous ôtez la clé de voûte du populisme. Et donc, c'est comme si vous expliquez vous êtes en face d'un chrétien, puis vous lui dites non, Jésus n'est pas le fils du Christ. Vous n'avez aucune chance de le convaincre. Il y a là-dedans, on se heurte à quelque chose. Je ne suis pas du tout psychologue, je suis plutôt matheux, donc j'ai pas de solution, mais je peux constater le phénomène. C'est gravissime quelque part, parce que on voit. Mon seul espoir, c'est d'empêcher, si vous voulez, ceux qui ne sont pas convaincus de devenir convaincus. Voilà. Là, au moins, il y a quand même une grande partie de personnes qui sont pas franchement xénophobes ou
franchement terrifiés par l'immigration. C'est à ceux-là qu'on peut parler. Mais il y a un noyau face auquel je crois que... Moi, j'ai pas de solution, là, je suis obligé de vous le dire. Oui, il y a encore une immigration peu nombreuse, mais qui n'est pas sans conséquences néfastes pour le pays que fuient leurs habitants. Je pense à l'immigration politique. Et je prendrai 2 exemples, parce que la France y joue peut-être un rôle qu'on devrait souhaiter autre. Je pense au Congo-Brazzaville. Lorsque, il y a quelques années, Hollande a soutenu Sassou Nguesso pour sa énième réélection. Et il y a de nombreux Congolais qui vivent en France parce qu'ils ne seraient pas en sécurité au pays. Et alors que le pays aurait besoin d'eux pour se développer. Un autre exemple encore récent, c'est le Tchad, où le président Macron est allé soutenir Mohamed Déby, le fils de son père qui venait de mourir, et qui lui s'engage dans une dictature d'1 an et demi, avant, dit-il, de rendre le pouvoir au peuple. Je pense que ces migrations-là sont donc pas nombreuses, mais sont très préjudiciables à nos bonnes relations, notamment avec l'Afrique. Oui, alors sur ces 2 migrations, je dirais que la partie préjudiciable, elle me paraît, elle n'est pas du côté du brain drain. Elle est comme la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, mais elle est du côté de ce qu'a instauré, alors je crois que c'était Sarkozy, c'est ce qui s'appelle la carte compétences et talents. C'est une négociation qui a été faite avec les pays, un certain nombre de pays africains pour qu'ils acceptent de reconnaître les personnes, leurs citoyens qu'on expulsait de France. Les sans-papiers qu'on expulsait, puisque certains de ces pays en reconnaissaient assez peu. Donc il y a eu des négociations, et ces négociations ont abouti à ce qu'en échange, on a donné à ces gouvernements ce qui s'appelle un certain nombre de cartes compétences et talents, c'est-à-dire la possibilité pour des gens qui avaient un bagage de diplôme suffisant de venir en France sans avoir un engagement par un acteur économique précis. Et là, bien sûr, l'idée, après tout, au départ, on pouvait la croire, mais comme c'est dans la main des gouvernements que vous citez, notamment Sassou Nguesso, ça a permis de peupler les gens qui ont eu ces cartes compétences et talents. Pour l'essentiel, ça a été des enfants de soutien du régime, donc ça n'avait souvent ni compétences ni talents, mais comme on laissait le gouvernement du Congo-Brazzaville choisir ceux qui pouvaient disposer de telles cartes, alors c'est relativement marginal, mais c'est un effet tout à fait pervers de ce qui a été fait en termes de disposition sur les migrations. Vous avez tout à fait raison de le signaler. Ceci dit, c'est des volumes faibles, mais malgré tout, si je vous suis, c'est aussi une très mauvaise image de ce que peut être la nature de l'immigration d'Afrique vers la France. Dernière question, peut-être. Oui, vous n'avez pas parlé de l'immigration climatique. Est-ce qu'il n'y a pas matière à penser que dans les années à venir, avec le contexte actuel de dérèglement, la France pourrait être très fortement impliquée dans l'accueil d'étrangers chassés de leur pays par les tempêtes, la mer, etc. Alors c'est un énorme sujet, mais la réponse que je ferai, qui commence d'ailleurs à être partagée, y compris d'ailleurs par le GIEC, c'est que ça sera des migrations très particulières, parce que le réchauffement climatique va toucher et touche actuellement il y a par exemple deux pays très impactés, c'est le Bangladesh et puis le sud du Vietnam, le delta du Mekong. Ça touche des paysans pauvres. Donc ces paysans pauvres, ils ne vont pas arriver en France. Ces paysans pauvres, d'abord, dans un premier temps, ils refluent vers les villes. C'est ce qui s'est aussi produit avec les grandes sécheresses des années 80 dans les pays du Sahel. Alors ça pose un gros problème parce que les plus pauvres d'entre eux restent dans les villes une fois que la situation se calme. C'est ce qui s'est produit dans le Sahel, ce qui fait que maintenant des villes, même des villes comme Tamanrasset, comportent plus de 100 000 habitants.
Donc il y a là-dedans ce premier effet, mais qui est un effet tout à fait local. Qui est, si on veut, je vais prendre une autre comparaison, il y a quand même eu une migration, cette fois la politique terrible, qui est celle des Rohingyas, qui ont été persécutés, chassés de Birmanie, qui sont dans des camps actuellement, il y en a près de 800 000, dans des camps à l'est du Bangladesh, même pas dans tout le Bangladesh. L'Inde a mis un réseau de barbelés entre le Bangladesh et son territoire pour empêcher qu'il y ait des migrations. Il n'y a pratiquement aucun Rohingya qui est arrivé à Paris. J'avais regardé dans les demandes d'asile quelles étaient les demandes d'asile à partir de la Birmanie, de Birmans. Il y avait 10 Birmans il y a 2 ans, et je pense que ce n'était pas des Rohingyas, ça devait être sans doute des journalistes birmans persécutés par le régime. Donc la question des migrants climatiques, ça va être une question très compliquée, très déstabilisatrice pour les pays qui seront le plus impactés par le réchauffement climatique, mais ça ne sera pas du même ordre que les migrations internationales. On oublie ce point que plus on vient d'un pays lointain, plus en fait on est éduqué. Les gens, les paysans pauvres, si vous prenez les paysans du Darfour, Dieu sait si c'est une guerre terrible avec les Janjaouides, avec plusieurs centaines de milliers de morts. Les réfugiés du Darfour, ils ont franchi la frontière du Tchad, ils sont dans des camps, il y a plusieurs centaines de milliers, ils sont à l'est du Tchad, autour de la ville d'Abéché, ils ne sont pas allés plus loin. Même chose si vous prenez les Somaliens qui sont dans les énormes camps au nord du Kenya, les paysans pauvres n'ont pas les ressources pour, surtout avec les difficultés maintenant, penser à franchir le Sahara, franchir la Méditerranée. Ils n'ont pas non plus l'univers culturel qui leur permet d'envisager une telle migration. Ils ont été chassés dans un état de détresse. Donc c'est beaucoup plus ce modèle-là qui sera le modèle ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas de migration climatique. Il y en aura sans doute de très fortes, mais ça sera des migrations essentiellement locales. Et bon, j'ai parlé du Bangladesh, mais on a aussi, par exemple, l'exemple dans le delta du Mékong. Ces migrations, c'est les paysans qui sont chassés par les inondations de plus en plus fortes et par la mer qui remonte au sud du Vietnam, vont sur les collines avoisinantes, où ils posent à nouveau des problèmes, où il y a des conflits. Donc ça sera un type de migration. À nouveau, au fond, je reviens au deuxième point de mon exposé, il y a une variété énorme dans les questions de migration. On le voit, on ne peut pas traiter ces migrations justement climatiques à la manière dont on commence et on va traiter la question de migration à partir de l'Ukraine. C'est deux phénomènes radicalement différents. Il n'y a que le mot migration qui est commun à eux, mais ce que ça implique comme solution, comme traitement est radicalement différent, comme personne touchée par ce type de migration. Donc je pense qu'il faut... J'ai souvent, au début, surtout maintenant, le GIEC est plus prudent, mais j'ai pensé que le GIEC cherchait tous les arguments possibles pour faire peur du réchauffement climatique, à juste titre, bien sûr, puisque ça semble prouvé, mais il est allé quelquefois chercher des arguments un tout petit peu trop loin. Et l'argument des migrations, il faut le voir il faut faire très attention, il faut voir dans le détail comment cela peut se produire et comment cela actuellement déjà se produit. Merci, Monsieur André Lebras pour ce vaste tour d'horizon.